Salut tout le monde, bienvenue à Coup Critique. Hey, le beau signe de Pierre-Philippe, comme d'habitude. C'est genre mon... Je sais pas ce que ça veut dire, c'est juste mon entrée en matière, je suis tout le temps genre yo. En tout cas, bienvenue tout le monde, bienvenue à cet autre épisode de Coup Critique. Vraiment content que vous soyez là avec nous. Je m'appelle Francis, on a Pierre-Philippe et on a le réduisant, le tout nouveau neuf. Il sort du concessionnaire, Félix-Antoine. Ouais! Allô? Félix-Antoine! Merci de m'accueillir. Vraiment content que tu sois avec nous, Félix-Antoine, comme nouveau collaborateur, dans le fond, pour Coup Critique. Vous avez peut-être déjà vu Félix-Antoine dans le dernier one-shot qu'on a fait de Worm, La Dernière Chasse, animé de main de maître par Pierre-Philippe. Où on explore le jeu Worm, qui est un jeu qui se passe dans la préhistoire avec une touche horrifique. Et Félix-Antoine, tu interprétais le magnifique Silence. Tout à fait. Silence qui se tapit dans l'ombre et fond sur ses proies. Et sans spoiler, ça brosse. Oui, on en a vécu des émotions dans cette one-shot-là. On a eu bien du fun. Félix-Antoine, étant donné que c'est ta première fois au podcast, dans le fond, ça serait intéressant, un peu comme tous les nouveaux qui arrivent, tu veux-tu nous parler un peu de ton background avec le jeu de rôle ou qu'est-ce que... Fantastique. Ouais, vas-y. Je me lance. Alors, qui suis-je? Grande question. Cogito ergo sum. Je pense donc je suis. Ceci étant dit, après avoir plugué un peu de latin dans ma présentation, ma passion pour le jeu de rôle est assez récente, mais ma passion pour créer des histoires, elle, est très vieille. C'est-à-dire que moi, je proviens du monde de l'improvisation. Fait que j'ai fait énormément de mauvaises et quelques bonnes blagues en jogging dans un improvisoire, à m'imaginer que j'étais dans plein d'univers différents. Puis, tu sais, comme quand moi j'étais jeune, j'aimais mieux imaginer que j'étais un chevalier avec une branche que d'aller jouer au ballon. Fait que c'est ça, j'avais pas beaucoup d'amis, mais dans ma tête, j'en avais plein. Puis, il y a quelques années de ça, j'ai été envoûté, comme bien des joueurs, par Critical Role et autres grandes aventures, Acquisition Incorporated et compagnie. Puis je me suis dit, je veux jouer. Mais c'était comme aux premières étapes de D&D redevient très mainstream. Fait que j'avais comme pas trop de groupes d'aventuriers. J'ai donc décidé de devenir DM, convaincu par Matt Colville, running the game. Le but, c'est comme, il va te convaincre que c'est toi qui devrais être le maître du jeu. Et je n'ai pas regretté ce choix. Un peu casse-cou, ma première game incluait 8 aventuriers et je ne savais pas comment caster des spells. Fait que c'était vraiment nice. Mais c'était avec du monde du bureau. Fait qu'on n'avait pas le choix de se retrouver le lendemain matin. Et de fil en aiguille, j'ai juste jamais arrêté d'aimer ça de plus en plus. Puis ce que je pensais au début qui était peut-être une passion éphémère. Je me suis dit, comme je vais triper une tête pendant 4-5 semaines. Ça fait 4 ans. Fait que ça a juste jamais arrêté. Puis là, me voilà parmi vous, gang, à repousser les limites du jeu de rôle. En plus, tu as un super beau projet aussi qui s'appelle Rage 2D. On vous invite à aller consulter la scène. C'est le projet, c'est le bébé de Félix-Antoine. C'est un peu comme ça qu'on a rencontré pour la première fois Félix-Antoine, qu'on a vu à quel point son contenu était vraiment de qualité, que Merci. tu créais vraiment des belles histoires immersives. Tu as comme une méthode. Peux-tu nous parler justement de Rage 2D? C'est quoi le concept? C'est super gentil, avec grand plaisir. Rage 2D, mon objectif, en fait, c'est que moi, ce qui me fait triper dans Donjon Dragon, c'est que ça soit une façon de raconter une histoire. Tu sais, comme je trouve ça vraiment cool, les gros boss contre des monstres CR 42, là, puis qu'on roule 120 000 dés pendant la partie. Mais j'aime mieux, un peu à l'image des Dragon Ball, les premiers épisodes. Tu sais, comme quand les personnages sont pas trop forts, parce que c'est comme plus l'histoire qui prime que leurs habilités, puis qu'ils deviennent des demi-dieux. Fait que mon objectif, c'est d'explorer toutes les classes de Donjon Dragon dans des mini-séries de 5 à 6 épisodes, en one-on-one avec un joueur. Puis au courant de l'aventure de 5-6 épisodes, il passe de niveau 1 à niveau 3 dans une classe. Puis je veux vraiment que ça soit axé sur l'histoire. Moi, je suis un fan d'univers low magic, là, donc tu sais, pas trop de monstres, de dragons qui arrivent de partout. Ça permet d'avoir un ancrage qui est un peu plus dans la réalité. Puis tout ça, mon objectif depuis le début, c'est qu'il y a tellement de bon contenu là, qui existe de Donjon Dragon et vous en faites partie. Messieurs, vous m'avez amené à me dire comme je le fais. Puis je trouvais qu'il y avait comme une zone de flou qui était moins explorée, c'est du D&D pour des gens qui connaissent pas puis qui ont pas tant le goût de connaître Donjon Dragon. Tu sais, comme le but, c'est pas de découvrir un jeu de rôle. Le but, c'est de se faire raconter une histoire, mais plutôt que ça soit toujours des succès ou des échecs critiques, c'est les dés qui décident. Fait que voilà, de là est né le projet Rage 2D.
En tout cas, c'est vraiment un beau projet. Merci. D'ailleurs, ta première série, est-ce que tu peux rappeler le titre? C'est... La morsure de la nuit. Ouais, exactement. Donc, vous pouvez déjà suivre les aventures de Félix-Antoine qui anime ça de maître avec tes amis à toi, dans le fond, qui vont jouer là-dedans. Fait que c'est ça. Ben, bienvenue, Félix-Antoine. Merci beaucoup. Merci. C'est un rêve de petit cul d'être avec vous autres. J'écoutais vos aventures en camping, puis là, je suis là. Je suis comme dans le film. Je l'ai réussi, maman! Voilà. Il me bullshit, ça. Non, c'est vrai, je te jure. J'étais en camping, puis j'écoutais votre aventure Icepire Speak, puis je me disais comme, waouh, c'est cool comme projet de D&D québécois. Puis là, je suis là, les gars. C'est vraiment malade. C'est vraiment malade. Ouais. Ben, d'ailleurs, tu joues super bien, tu animes super bien. Merci. Fait qu'on a juste hâte de voir les prochains projets de Critique où tu participeras. Mais là-dessus. Donc, beaucoup de choses qu'on va parler aujourd'hui. On va parler de couple d'affaires. On va faire notre petit segment actualité, qu'on aime appeler les petites dernières nouvelles. Dans le monde du jeu de rôle, il y a beaucoup de choses qui s'est passé dans les dernières semaines. La première chose qui a pris beaucoup de place, c'est cette poursuite. En fait, il y a eu une grosse poursuite qui a été enclenchée envers Wizard of the Coast, et c'est les auteurs de la série Dragonlance qui poursuivent Wizard of the Coast pour bris de contrat avec des raisons qui sont quand même légitimes. Je vous épargnerai les détails de toute la poursuite judiciaire parce qu'il y a beaucoup de stock. En gros, l'histoire, c'est que Wizard of the Coast a contracté les 2 auteurs originaux de Dragonlance. Il faut savoir que Dragonlance est une propriété de Wizard of the Coast, mais ils voulaient remettre les 2 auteurs de l'avant au départ. Ils les ont mandatés d'écrire une trilogie de 3 livres, donc 3 romans complets de Dragonlance. C'était peut-être dans l'optique de sortir plus de produits autour de cet univers-là pour Wizard of the Coast. C'était peut-être juste remettre des livres qui étaient anticipés, parce que ça faisait, je pense, plus de 30 ans qu'il n'y avait pas eu de livre de Dragonlance ou quelque chose comme ça, original. Puis dans le fond, les auteurs ont commencé à travailler. Ils ont écrit quasiment, je pense qu'ils avaient écrit un premier livre au complet. Oui, exact. Un premier livre qui avait été soumis. Avec les notes des... il y a eu du back and forth avec Wizard of the Coast sur adapter telle affaire, mettre plus d'inclusion, mettre telle chose. Puis finalement, du jour au lendemain, ils se sont fait rencontrer, puis ils ont dit, on tire la plug. Mais c'est parce qu'ils avaient signé un deal de 3 livres quand même, puis c'est du gros travail d'écriture. Ils ont passé des mois, je me souviens plus combien de temps ils ont passé là-dessus, mais c'est quand même un gros down. C'est quand même un gros shutdown de ce gros travail-là qui aurait pas mal... Beaucoup de monde aurait aimé voir ces livres-là arriver, je crois. Puis c'est ça qui a fait beaucoup d'écho dans la communauté, c'est que beaucoup de gens aiment Dragonlance, qui est comme un des premiers univers de l'univers Donjons Dragons. Il y a eu énormément de romans sur cet univers-là, beaucoup d'adeptes. C'est ça a fait mal à Wizard of the Coast cette semaine. De ce que je comprends, répondez-moi, ça se pourrait que je ne le sais pas du tout, là, mais de ce que je comprends, en fait, je vois que, tu sais, on en parle, mais j'ai absolument presque pas lu là-dessus parce que c'était pas quelque chose qui me... Dragonlance, puis en général, les poursuites judiciaires, fait que je m'occupe plus des gens une fois qu'ils sortent de leur poursuite judiciaire, en général. Fait que je vais poser plus les questions sur les motifs. Pourquoi est-ce que Donjons Dragons fait ça? Pourquoi Wizard of the Coast a fait ça? Et deuxièmement, est-ce qu'ils vont quand même sortir le premier livre ou le premier livre qui est complété va clore être jeté aux oubliettes et disparu comme dans la brume pour toujours? C'est un peu ça, là, je pense, en ce moment, l'attente de la communauté, c'est à savoir, parce que comme il y a eu un hiatus de, on va dire au bas mot, là, des décennies d'attente entre les derniers livres et cette prochaine trilogie, je pense que c'est un peu dans l'air du temps de ramener des trucs du passé, de les revamper, de jouer sur la nostalgie. Mais là, ce que les gens se disent, c'est comme tout le monde était très excité de revoir cette trilogie. Mais est-ce que ça veut juste dire que c'est la fin de Dragonlance? Ouais. C'est surtout ça le questionnement, là. Je pense qu'on réclame quelque chose comme 400 000 $ ou quelque chose comme ça en poursuite judiciaire. Ça se compte en millions. Ouais. Ça se compte en millions. Mais c'est parce que c'est dans les best-sellers encore, à ce jour, des livres, des romans dans l'univers, si on veut, étendu de Donjons Dragons, de l'univers fantastique en général. Les 2 auteurs qui écrivent ces livres-là sont vraiment reconnus pour écrire des très bons livres, très, très appréciés. Puis eux autres, ils ont comme mis beaucoup de temps là-dessus. Ils ont un manuscrit, il y a quoi à sortir. Puis
dans ce qu'on voit dans la poursuite, c'est qu'il y a eu beaucoup de demandes de Wizard of the Coast de faire des modifications, puis ils ont toutes répondu à toutes les attentes. C'est pas comme s'ils avaient dit « Ah non, on s'en fout, on va faire notre propre affaire », puis qu'il y aurait eu un conflit de pensée ou de quoi. Ils ont vraiment suivi le contrat à la lettre. Je pense qu'ils étaient très motivés à sortir ces livres-là. Ils avaient vraiment hâte de raconter ces nouvelles histoires-là. Je pense que c'est ça qui a fait mal aussi aux auteurs, puis qui ont fait « Non, ça se peut pas que ça va se terminer comme ça, puis on va poursuivre. » C'est encore en jugement. On va voir comment ça se dessine, mais comme tu dis, Félix-Antoine, il y a beaucoup de gens qui prévoient que c'est peut-être la dernière fois qu'on entend parler de Dragonlance en termes de produits qui auraient pu être actualisés, là, qui auraient pu être encore dans l'air du temps. Parce que définitivement, je veux dire, si c'est. Parce qu'elle veut pas, là, je dis que j'ai pas lu beaucoup, mais on voit que la communauté est quand même. Il y a un corps de la communauté qui est très, très frustré, très fâché de ça, et ça les touche énormément. Puis, effectivement, je suis d'accord aussi dans le fait que si c'est pas maintenant, ça sera jamais parce que Donjon Dragon ne pourra pas, Wizard of the Coast ne pourra pas comme arriver dans 2 ans, 3 ans, puis faire « Hey, on a engagé des nouveaux gens super cool pour s'occuper de Dragonlance, checker ce qu'ils vont faire avec ça. » Je veux dire, la communauté ne voudra rien savoir. Là. Non, c'est ça. Fait que j'ai bien hâte de voir la suite. Là, on était toujours, aux dernières nouvelles, en attente d'une réponse de Wizard of the Coast par rapport à la poursuite. Ils sont supposés t'appeler la semaine prochaine, je pense peut-être dire ça. Hein. Ils vont m'appeler moi, c'est ça. Ouais, exact. Oui, j'attends le email d'une minute à l'autre. Ils ont su que j'étais nouveau collaborateur sur Coup Critique, fait que ça brasse. Parfait. Give me UR. Mais en fait, ce qui est drôle, c'est que on se souviendra dans un autre épisode du podcast, on avait parlé qu'il y a eu des spoilers de l'équipe de Wizard of the Coast qui allait relancer 3 univers de D&D dans D&D 5e édition à plus ou moins moyen terme. Fait qu'il y a beaucoup de monde qui spéculait. Puis moi, ma prédiction incluait pas Dragonlance, mais ça aurait pu être ça. Puis c'était peut-être ça le plan. C'était peut-être de sortir OK, bang, 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 roman, setting, let's go, allez jouer dedans. Vous avez de la matière pour vous inspirer. Puis on écoute la communauté. Puis on veut vous donner ce que vous voulez. Puis peut-être que ça va tomber à l'eau, puis il va falloir servir là-dessus. Là. Mais c'est des histoires souvent d'argent, de décisions marketing, de sondages. Puis ce qui a fait mal, c'est comment ils ont tiré à la plug. C'est du jour au lendemain, ils arrêtaient tout. Ouais. Puis... Pour vrai, là, j'ai quasiment pensé, je me suis quasiment dit qu'il allait sortir genre, Tasha plus tôt, juste pour essayer de noyer le poisson. Puis de comme faire « Hey, on a Tasha! Checkez ça! » Oubliez comme cette espèce de truc-là plate qui arrive. Mais malheureusement, ils n'ont pas fait ça. Ah non, c'est une coupe de claques d'en face. Là. Ouais. En parlant de Tasha, Tasha est disponible dès maintenant en pre-order sur D&D Beyond. Il y a beaucoup de monde qui spéculait à savoir si l'équipe de D&D Beyond allait être capable de mettre ça en exécution pour la sortie du livre. Puis la raison est bien simple, c'est que ce que le livre contient a beaucoup d'options qui défait un peu de ce qu'il y a dans le Player's Handbook. Il y a beaucoup de remaniements de classes, de remaniements de statistiques, de trucs. Puis on s'entend que l'infrastructure de D&D Beyond, moi je l'adore, mais ça reste que c'est un système programmé, donc il faut que tout fonctionne. Mais le pre-order est sorti au moment où on enregistre le podcast, ça vient d'être annoncé qu'on pouvait faire la précommande, dans le fond, de Tasha's sur D&D Beyond. Tasha's qui devrait sortir le 17 novembre un peu partout en Amérique du Nord. Mais Wizard of the Coast vient d'annoncer aussi que le livre va avoir des délais en ce qui a trait à l'Europe et le reste du monde à cause de la pandémie, des problèmes avec les impressions un peu partout, les livraisons. Ouais. Mais la prévue du livre en Amérique du Nord est encore là pour rester pour le 17 novembre. Incroyable, j'ai tellement hâte. Mais ça va être, j'imagine qu'il y a des programmeurs d'enchaîner à leur bureau quelque part chez D&D Beyond. Puis que c'est ça. Il y a beaucoup de stock qui doit se faire. Dans les autres nouvelles, Darrington Press, donc Critical Role qui va à la conquête du monde au complet. C'est incroyable. Mais c'est tellement un bon move. C'est tellement... Dans les dernières annonces que Critical Role avait faites, il y a eu la fondation, mais il y avait aussi le partenariat avec d'autres entités qui créent des produits, comme par exemple Funko Pop. On a vu les figurines Funko de Critical Role. On a vu des jeux aussi en collaboration avec Hasbro. Donc, il y a eu le jeu Munchkin qui devrait sortir de Critical Role.
Il y a aussi des puzzles qui viennent de sortir aussi avec l'équipe de USA Poly puis de Hasbro. Et là, Critical Role a fait, nous, on veut créer nos jeux. On veut créer nos propres jeux. On veut avoir le contrôle de la direction artistique de ça. Fait qu'ils ont fondé Darrington Press, un clin d'œil à Taron Darrington, un personnage célèbre de la première campagne de Critical Role. Puis dans le fond, c'est que ça va être une maison d'édition et c'est pas administré par n'importe qui. Est-ce que vous savez par qui c'est administré? Moi, je le sais. Ivan Van Norman. Oui, exactement. C'est le gars au favori, ça? Oui, c'est le gars au favori. Ouais. C'est ça, je pense. On le connaît pour beaucoup de travail sur plusieurs projets comme Outbreak, le jeu de survival de zombies. Oui. Il a travaillé aussi sur Kids on Bikes, sur plein de choses. C'est un Manitou, je crois, dans l'univers du jeu de rôle. Il a travaillé sur beaucoup de choses. Je pense qu'il a travaillé aussi sur le dernier Altered Carbon, la version jeu de rôle aussi. Donc, il prend la tête comme président, je crois, de cette entité-là. Et Matthew Mercer va rester comme directeur créatif et marketing de l'entité de Darrington Press. Et, si vous avez lu les dernières nouvelles, ils ont annoncé un premier jeu. Oui. Un premier jeu qui va s'appeler Ukatoa. Ouais, j'ai vu ça passer. J'ai vraiment hâte qu'ils sortent leur chaîne de restaurants. C'est genre, jusqu'où ça va aller. Je sais prendre un jester avec des frites. Ouais, c'est exactement ça. Pour vrai. Mais moi, j'ai surtout hâte de voir. J'ai vraiment hâte de voir, en fait, si justement les jeux qui vont sortir vont exclusivement suivre la ligne, dans le fond, narrative de l'univers actuel ou si ça va explorer des nouvelles choses qu'on ne connaît pas du tout. Là. Parce que veut pas Ukatoa, c'est dans la deuxième saison actuelle. Ouais. Le jeu est basé sur une autre mécanique. Ça inclut pas nécessairement les héros de Critical Role, mais c'est basé sur des éléments de l'univers, je crois. Par contre, il est prévu pour l'année prochaine la sortie d'un jeu Legacy Light. Pour ceux qui sont familiers avec l'univers du jeu de société, on pense à des titres un peu comme Gloomhaven, puis des choses comme ça, là, des gros jeux où, quand on joue, l'histoire se dévoile à mesure, puis ça peut faire des heures et des heures de jeu. Et il semblerait avoir un jeu en ce moment en train d'être créé avec l'univers de Critical Role. Fait qu'imaginez un genre de Gloomhaven, vous jouez genre Vox Machina, puis peut-être une sortie coordonnée avec la sortie de la série animée, par exemple. On peut penser à beaucoup de choses comme ça. Ouais. Mais il y a comme 4 jeux prévus, dans le fond, pour la prochaine année. Fait que je trouve ça le fun qu'ils n'ont pas décidé d'inonder le jeu avec le monde avec tous leurs jeux. Mais ils sont en développement, puis ils travaillent, puis ils développent des choses. Ça reste très in-house avec leurs amis, le contrôle de leur vision. Ce qui est admirable quand même. On aurait pu facilement penser qu'ils auraient tout vendu. Puis let's go, faites des figurines, faites des jeux avec nos faces dessus. Puis ils ont vraiment... Ils placent leur pion pour créer quelque chose de beaucoup plus gros que ce qu'on s'attend, je crois, dans les prochaines années. Là. C'est ça, c'est que c'est vraiment sur le long terme. Exact. Ils construisent un empire. Non, on parle tout le temps en même temps, Pépé. On a la même énergie de réaction. Direction. Excuse-moi. OK, vas-y, roche, papier, vas-y. Qu'est-ce que tu allais dire, cher ami? Je disais les mêmes mots que toi, en fait. Je vais juste répéter tes mots. OK. Ça fait partie du gag. Gag étant fait, ce que j'allais dire, c'est que je pense qu'avec leur séparation de Geek and Sundry, il y a de cela presque déjà 2 ans, 1 an et demi presque même, ils ont vraiment pris la décision de comme, OK, là, on est rendu assez big pour faire nos propres trucs. Puis moi, ce que j'aime beaucoup des moves qu'ils font dans les derniers trimestres, c'est que ils s'assument dans leur choix. Comme ils ont lancé leur campagne Kickstarter, ça a défoncé ce qu'ils pensaient que ça allait atteindre. Ils se sont dit, OK, go big. On continue à scaler. On continue à rendre ça plus gros, plus puissant, diversifié. C'est juste rendu une machine incroyable. C'est une magnifique entreprise. C'est inspirant. Moi, je trouve ça vraiment nice. Puis surtout pour ce que tu dis, Francis, ils ont décidé de conserver le contrôle. Je pense que c'est ça qui leur a fait mal au début dans Geek and Sundry, où peut-être ils s'en allaient, puis il y avait moins de contrôle sur l'image qu'ils voulaient donner. Peut-être des discussions. Pour vrai, j'ai le feeling que on sait c'est Travis Willingham qui est CEO officiellement de Critical Role. Puis on sent qu'il y a vraiment la fibre business.
Ouais. C'est un carriériste, c'est quelqu'un qui fonce, qui n'a pas peur de... Puis je pense que ça prenait... Ils ont chacun trouvé leur place dans cette organisation-là qui est vraiment cool. Puis tu sais, c'est des amis. Fait que c'est ça... On ne sait pas ce qui peut arriver, mais c'est quand même impressionnant de voir le chemin qui a été parcouru jusqu'à maintenant. Fait que bonne chance pour Darrington Press, bonne chance pour tout le reste. On n'a pas besoin de leur souhaiter bonne chance, c'est Critical Role. Exact. Non, c'est ça, exact. Mais je vais me permettre un dernier commentaire, Francis. J'ai vu un commentaire passer en reaction à leur annonce sur Facebook. Puis c'est un fan qui revenait à la toute première game, puis vous pourrez aller la réécouter, là, Campaign 1 sur le channel de Geek and Sundry, qui a dû être transféré sur les chaînes de Critical Role maintenant. Puis il y a un certain point dans la partie où Travis, dans toute sa candeur et sa splendeur, nous lâche un solide rot, là. Puis Laura, qui la regarde comme pour le juger, puis dit « No one's gonna watch that. Personne ne va regarder ça, tu sais. » C'est bon, man. C'est bon. C'est genre... Ça montre à quel point est-ce qu'ils s'attendaient pas à ce que ça devienne aussi big. Non, c'est ça. C'est hot, là. Moi, je me souviens des premières games où ils recevaient de la pizza, tu sais. Les gens leur donnaient juste de la bouffe. Puis là, maintenant, ils ont été obligés de dire, on peut plus accepter les affaires, il y en a trop. Aïe, c'est incroyable. Si vous regardez les Christmas, les espèces de déballage de Noël, là, tu sais, je veux dire, il y a un moment donné, ça avait plus de bon sens. Là, mais ouais, c'est cool. Pour vrai, c'est le fun parce que ça a ouvert juste le jeu de rôle à beaucoup plus de monde. Puis ça a créé une époque dans laquelle on vit maintenant, puis à laquelle on participe nous-mêmes avec le projet Coup Critique. Ça vient un peu de là. Dernière chose à l'ordre du jour. Non, pas vrai. Avant-dernière chose. Cyberpunk. Donc, Cyberpunk, le jeu vidéo, va être annoncé cette semaine qu'il allait avoir des retards avec la sortie du jeu vidéo. Par contre, la compagnie derrière le jeu de rôle Cyberpunk, qui doit sortir Cyberpunk Red bientôt, a dit que ça n'affecterait pas la sortie du système de jeu. Donc, ça a rassuré beaucoup de fans. Déjà qu'il y avait eu des délais à cause de la pandémie. Le livre devrait sortir très, très bientôt. Puis on se souviendra de la stratégie. Il va sortir le hardbook, la couverture, avant, pour permettre aux marchands locaux de pouvoir vendre des exemplaires avant de sortir une version PDF du jeu de rôle. Parce qu'ils veulent l'ouvrir au digital, ils n'ont aucun problème avec ça. Mais ils se sont dit, en ce moment, pendant la crise, on va donner un coup de pouce à tous nos distributeurs, puis on va se retenir, puis on va le sortir en version livre. On est prêt à attendre, puis à faire attendre nos fans pour ça. Fait que c'est ça s'en vient à tout le monde qui tripe sur Cyberpunk. Nouveau hardbook qui s'en vient bientôt. Puis dernière chose, le 20 octobre est sorti Curse of Strahd Revamp, finalement. Donc, qu'est-ce que c'est Curse of Strahd Revamp? On en a parlé dans un autre podcast, mais c'est l'édition de Curse of Strahd remasterisée, si on veut, à la sauce Wizard of the Coast 5e édition. Donc, on a non seulement le livre, mais le livre a été décomposé en plusieurs livres pour faciliter un peu la recherche entre les monstres, l'aventure ou les personnages. Il y a le fameux Tarot Card Deck qui est inclus dedans. Il y a un DM screen, il y a des cartes postales. Il y a plein de choses, puis c'est dans la forme d'un séduisant cercueil avec l'effigie de Strahd sur le cover. Donc, Pépé, tu l'as roulé souvent. Tu as joué souvent. Je suis en train de la rouler. Ouais. Je pense pas que quelqu'un qui possède déjà le livre, à moins vraiment qu'il veuille un objet de collection, va devoir s'acheter ça absolument. Il veut pas, c'est un certain montant, puis outre certains aspects esthétiques, puis on va dire la sortie des créatures qui sont comme en carte maintenant, puis il y a d'autres petites affaires de même, des petites props cool, le DM screen entre autres, je trouve pas que ça vaut. Je paierais pas ce montant-là pour avoir cette version revampée-là. Mais quelqu'un qui l'a jamais runné, qui compte dans le fond le faire avec le même groupe STD sur le long terme, je pense à la limite, ça peut quasiment s'acheter à la gang. Puis, s'acheter avec les joueurs et tout ça, puis vous savez que vous allez vous lancer dans une aventure fort incroyablement gothique et mortelle. Moi, je veux juste donner un kudos à l'équipe qui a pris la décision très ballsy de mettre dans le coffret des cartes postales. C'est cool ça, man, mais c'est parce que il y a une raison à ça, Félix. Il y a une raison. Vas-y. Il y a une raison à ça parce qu'au final, dans le concept du jeu, je ne veux pas trop spoiler non plus, mais à un certain moment donné, c'est possible que les joueurs se fassent comme invités, dans le fond, au château de Strahd. Fait que dans le fond, c'est comme d'avoir des cartes postales, comme si c'est Strahd qui leur envoyait ça. C'est pour les inviter dans le jeu. Ben oui, c'est cool. C'est cool, moi,
C'est ça, je trouve ça cool qu'à une époque où tout le monde s'envoie des emails, puis même qu'on se dit, tu sais, les emails commencent à être dépassés comme texte, il y a plein de chats et tout, eux autres se sont dit, non, mais 12 cartes postales dans la boîte, on s'assume. Ouais, vraiment. Ils sont full belles en plus. Mais oui. Ouais, puis fantastique. J'ai écouté l'entrevue avec Chris Perkins qui parlait de la sortie de ce coffret-là. C'est sûr qu'il ne l'a pas dit, puis c'est sûr qu'il y a un aspect marketing à ça. C'était l'Halloween qui s'en venait. Il y avait des choses dans le livre qui étaient plus ou moins dépassées aussi. Certaines notions plutôt racistes ou à la limite déplacées sur des préjugés et des stéréotypes de certaines cultures qui ont voulu revamper. Mais ce que Chris Perkins disait, il dit il y a ça, mais il y avait surtout... Nous, on a conçu le Tarot Card Deck à l'époque parce qu'on se disait ça serait vraiment cool parce que c'est un élément vraiment prenant du jeu. Puis Pierre-Philippe, tu peux peut-être le confirmer. La mécanique du Tarot Card Deck est assez importante dans l'histoire. Je trouve que c'est un des trucs les plus malades de la campagne au complet. Puis il disait, nous, à l'époque, on voulait le sortir en même temps, mais ça se faisait pas. On n'était pas capable de le sortir. Fait qu'on a fait affaire avec Gale Force 9 pour faire le deck puis qu'elle allait être vendue à part. Fait que les gens qui achetaient le livre se disaient, il y a un paquet de cartes là-dedans. Puis là, il venait pas avec. Fait que là, il fallait que tu achètes le paquet de cartes. Puis il trouvait ça poche. Fait que c'est du temps qu'à le refaire. On a décidé de le refaire comme il faut puis de le mettre dans la boîte. Puis avec un livret qui explique à part, un livret qui explique exactement comment l'utiliser pour que ce soit beaucoup plus clair, pour que les DM aient plus de facilité à le mettre en exécution puis tout ça. Fait que au moins, ils ont pensé à leur packaging puis à leur bundle, ce qui est intéressant. T'sais, tant qu'à ressortir juste un truc pour le fun. T'sais, on reparle de Tyranny of Dragons. Moi, j'avais tellement hâte que Tyranny of Dragons parte parce que j'étais, OK, première aventure de la 5e édition, des dragons amnésiants. Ça doit être vraiment cool. Puis ils ont à peine changé 3 pages dedans. C'est Order of the Dragon Queen puis Rise of Tiamat collés ensemble dans une belle reliure. C'est cool, mais c'est difficile à runner. C'est difficile de trouver ça le fun. C'est tough, Order of the Dragon Queen, de trouver ça agréable. Pour vrai, j'ai essayé, là, puis ça... Même moi, j'avais pas de fun, là, tu sais, là, fait que, ouais. Moi, c'est la quête que je run actuellement avec mon groupe d'aventuriers, que je salue. Okay. Puis ce qu'on a eu comme malin plaisir, c'est de vraiment, je pense, venir rajouter une couche de complexité puis de profondeur qui n'est pas présente nécessairement dans le jeu. Ouais, t'as raison. C'est la première chose que j'ai pris conscience en lisant le Dungeons Master Guide puis tous les autres livres de D&D, c'est qu'ils disent, by the way, c'est une suggestion. Tu sais, comme, rajoute des affaires, parce que là, ça, c'est juste le cake de base, tu sais. Fait que c'est un bon vieux truc de cuisine. T'sais, si tu fais des pâtes, tu prends juste une sauce qui vient du commerce, ça va être correct, mais rajoute des légumes dedans, ça va être plus le fun. C'est un peu la même affaire, je pense, avec Tyranny of the Dragons. Tyranny of the Dragons, c'est que t'as pas le choix de venir rajouter d'autres personnages, des enjeux politiques, d'autres intrigues à l'intérieur, parce que sinon, sans spoiler rien à personne, à chaque fois que tes aventuriers finissent une partie de l'aventure, c'est un setback. Ils se retrouvent avec rien. Puis là, t'es comme, bon, fait que comment je motive des joueurs à continuer? Ouais. Il n'y a pas de carotte, il n'y a pas rien au bout de chaque chapitre qui rattache, qui leur donne le goût d'être investi dans ce qui se passe autour d'eux. Mais c'est ça que je dis, tant qu'à l'avoir ressorti, j'aurais fait un vrai travail, puis j'aurais ajouté... Il est sorti après Waterdeep Dragon Ice, ils savent comment faire un bon module avec beaucoup de stock, puis ils rendent ça prenant, puis tout. J'aurais rejoué dans le livre, là, tant qu'à faire. Puis j'aurais rajouté plus de stock, ou j'aurais remanié des bouts pour aider les... Ils l'ont fait, mais à très petite échelle, là, vraiment pas beaucoup. Mais j'en profiterais de cette annonce de Curse of Strahd pour juste plugger le discuter entre les dés de Pépé par rapport à comment jouer des vampires. Franchement. Non, mais si vous voulez en savoir plus, si vous voulez en savoir plus sur Curse of Strahd, c'est dans l'épisode 3. Discuter entre les dés. Oui, moi je suis un fan de coups critiques, puis c'est dans l'épisode 3. On sort tellement d'affaires. Mais fait que dans l'épisode 3, il y a un gros segment où Pépé, tu nous parles de Curse of Strahd, des conseils, des aspects. Je parle de mon expérience. Puis moi, ce que j'aimais bien de ton discuter entre les deux, c'est hâte de faire du meta-talk, comme on parle de ton contenu avec l'auteur. C'est un privilège. Mais c'est que il y a un moment où tu te dis, tu sais, c'est une bonne quête, mais comme Promis Quest pour un DM, ça peut être tough. Ah, vraiment, pour vrai, parce que... puis autant je trouve que c'est un avantage, autant je trouve que ça peut être vraiment rough pour certains DM. Justement, leur dernière campagne que Donjons Dragons a sortie,
sont vraiment plus à la manière oui, à la campagne, mais c'est vraiment plus un espèce de sandbox qui est ouvert. Ouais. Et les joueurs sont vraiment plus libres dans leur déplacement pour aller d'un point A, un point B, un point C. Mais Curse of Strahd, c'est comme vraiment pas balancé comme du monde, dans le sens que définitivement, là, il y a une manière de se rendre à un point D sans avoir passé par les points précédents. Vous êtes level 2, puis vous allez vous faire péter par genre les pires monstres de l'histoire de la création. Là. C'est dommage. Et puis, il y a vraiment beaucoup de NPC dans cette campagne-là. Beaucoup d'NPC, puis ils ont tous des liens entre eux autres parce que tu veux pas la Barovie, c'est tout petit, c'est minuscule, puis tout le monde se connaît un petit peu, puis tout le monde est amoureux de tout le monde couche avec tout le monde, puis tout le monde a comme tué tout le monde. Fait que c'est vraiment en sorte que je trouve pas que c'est une campagne pour DM débutants, mais c'est toute une aventure par contre que je conseille à ceux qui sont justement amoureux de un genre horrifique, justement plus gothique romantique. C'est le genre de monde dans lequel tu peux te perdre pendant beaucoup de sessions, je crois. Écoute, moi ça fait 2 ans que je suis dedans. Ça fait 2 ans que je suis dedans, puis j'ai pas encore fini par tout. Là, parce que justement, j'ai comme rajouté trop de couches de crème par-dessus ma campagne. Mais en même temps, c'est ça qui est le fun. Oui. Les joueurs ne doivent pas se plaindre. Non, vraiment pas, ils trippent comme des fous. Fait que c'est ça pour les petites nouvelles de cette semaine. Donc, n'hésitez pas à laisser vos impressions sur ce qu'on a parlé dans les commentaires de cette vidéo. On a décidé de se faire un petit segment post-Halloween. Parce que l'épisode que vous écoutez va sortir le lundi. Nous, on enregistre ça la veille de l'Halloween. Puis on s'est dit, on va parler de nos monstres préférés. Fait qu'on s'est chacun choisi un monstre qu'on aime particulièrement utiliser pour différentes raisons, différentes manières. J'aimerais ça commencer par toi, Félix-Antoine. C'est quoi le monstre que tu veux parler aujourd'hui? Moi, c'est un monstre que j'ai choisi à la suite d'une partie que j'ai improvisée avec mes joueurs pour permettre à un autre joueur de rentrer dans notre campagne. Fait que c'était comme une game tampon qui permettrait d'introduire un nouveau joueur. Puis ça se passait dans une crypte. Puis moi, j'ai choisi la goule. Puis je vais vous expliquer, j'ai 2 raisons principales pour lesquelles j'ai choisi la goule. Premièrement, on va apprendre à se connaître, chers auditeurs. Moi, ce que j'aime beaucoup dans les games de D&D, c'est personnifier des monstres. Je trouve que c'est vraiment nice de dropper un gros paquet de hit points avec un gros AC, mais c'est encore plus nice de... Tu sais, ton prédateur, c'est supposé être un prédateur, comment il agit, pourquoi il chasse, comment il chasse, pas la première fois qu'il tue un personnage, tu sais. Puis j'avais comme créé un encounter où il y avait beaucoup de morts vivants puis de squelettes, puis mes joueurs étaient issus du monde de Diablo, fait que c'est correct, ils ont vite compris la game. Moi, ce que j'adore de la goule, c'est sa capacité avec ses griffes de paralyser les joueurs. C'est un lot d'ici, c'est quand même 10 comme jet de sauvegarde de constitution, mais il suffit que tu pognes le petit barde dans le groupe qui est très frêle. Puis c'est juste de voir la face de tes joueurs qui, pour la première fois, sont comme « Ah, nice, OK, j'ai une condition, puis c'est pas je suis apeuré, genre, qu'est-ce que ça fait, paralysé? » Ouais, non, c'est ça, paralysé, ça brasse. Paralysé, t'es incapacité, tu peux pas bouger, tu peux pas parler. Tu fais automatiquement tous tes Strength and Dexterity Saving Throws. Les attaques contre toi ont avantage, ce qui est, entre vous et moi, chers amis DM, la meilleure chose pour un monstre, pour faire un TPK. Ouais. Puis toutes les attaques sont des critical hits si c'est des attaques de mêlée. Mes joueurs ont capoté. Déjà juste que tu rentres dans une crypte ou dans un lieu, puis là, t'as des zombies qui marchent vers toi. Mais la goule est un peu plus violente, agressive, tu sais, comme si elle veut dévorer des êtres. Elle fonce sur les monstres, puis quand elle en touche un, puis qu'elle le paralyse, puis qu'elle continue à varger dessus, là, ça devient rapidement un jeu de très haut niveau de tension. Fait que voilà pourquoi j'adore les ghouls. Mais t'as raison, les ghouls, pour en avoir utilisé quelques fois, ce qui est fun, c'est que souvent, moi, j'utilise, mettons, des mini ou des trucs. Puis la première réaction, c'est « Ah, c'est des zombies. » Tu sais, c'est ça. Ouais, c'est ça que tu penses. C'est des zombies. Ouais, OK. C'est un undead. Ouais, c'est ça. C'est pas vivant, non. Puis c'est ça. C'est sournois, ça va... ils s'y attendent pas, ils vont fesser peut-être le plus gros de la gang, puis là, tout d'un coup, oh, la goule, non, je peux pas bouger. Non, c'est ça. Non, c'est ça. Puis tous les autres monstres autour, tous les autres zombies que tu considérais comme étant des critters ont tous avantage et critique s'ils te touchent. Puis tu sais, ça a quand même un 12 de classe d'armure, puis 22 points de vie, là. Pour des personnages low level, ça peut quand même être très violent. Il ne suffit que d'inclure 1 ou 2 ghouls dans un groupe d'ennemis de 6-7 créatures avec des zombies puis un squelette archer, là.
wow, ça devient un encounter très, très difficile. Moi, je me souviens que mes joueurs ont eu plus peur de ça que quand ils ont rencontré les dragons dans Horde of the Dragon Queen. Fait que, Ah ouais, ok. Ouais. Non, Mais ça passe. je trouve ça vraiment cool que ce soit. Moi, j'aime beaucoup les ghouls aussi. C'est vraiment. Je pense que c'est la première fois. Je suis sûr que c'est la première fois dans l'histoire des podcasts francophones que tu as plusieurs gars en même temps qui se disent hey, on aime ça les ghouls. On aime ça les ghouls, c'est vraiment hot les ghouls. Les ghouls, puis j'aime beaucoup les ghouls, autant la créature de donjon, autant le groupe de musique. Ben oui. Et je disais surtout ça parce que je suis vraiment d'accord avec toi. C'est le fun d'avoir des morts vivants. Je trouve ça le fun d'avoir des morts vivants qui ont une intelligence et une ruse et que ce ne soit pas des crises de vampires. Là. Exact. C'est vraiment que ce soit autre chose, justement, pour des plus low level. Parce qu'un mort vivant, ça a vraiment comme des avantages vraiment, vraiment forts à Donjon Dragon. Sauf que c'est souvent justement des brainless qui font juste comme avancer. Fait que je trouve ça. Je trouve que c'est un excellent monstre de bas de niveau, justement, à plugger. Ah, tout à fait. Fait que voilà, c'était mon choix. Et vous, messieurs, quels sont vos monstres préférés? Toi, Pépé, là. T'en as utilisé des monstres. J'en ai utilisé des monstres. J'en ai utilisé les uns et les autres. Là. Pour les fous et pour les mûrs et les pas mûrs, comme on dit. Mais j'ai utilisé beaucoup de monstres. Là, c'est intéressant parce que là, Félix a dit des choses qui sont venues résonner dans ma tête et dans mon cœur concernant le fait d'utiliser, dans le fond, c'est le fun d'utiliser des monstres, justement, qui sont plaisants à personnifier. Et c'est pour ça que, tu sais, justement, encore une fois, je vais m'auto-référer quand j'ai fait un discutant entre les dés sur un top 5 sur mes monstres préférés. Il y en a beaucoup, en fait. Normalement, à la base, j'aurais pris un de ces monstres-là dans ce top 5-là, parce que je trouve en même temps qu'en plus d'être un monstre des plus cool, c'est un des plus horrifiants. J'aurais soit pris, justement, la hague, parce que Chris, une sorcière, c'est vraiment de la bombe. Les hags sont super cool, ils vont dans tous les sens, puis ça peut se personnifier à un level quasiment infini, là, ça peut aller dans toutes les régions. Et aussi également, même à la limite, les Mind Flayers, que j'aurais aussi beaucoup aimé parler, parce que le concept extraterrestre de cette bestiole-là, c'est effrayant, là, autant là, pour la destruction du cerveau, la possession de l'autre, l'aspect très Cthulhuesque de la chose et tout. Mais vu que je ne voulais pas justement revenir sur des monstres que j'avais déjà parlé, là, on en avait parlé un peu, qu'est-ce qu'on voulait aborder. Puis là, je me suis dit, quel monstre qui me faisait vraiment de l'effet. Puis là, je veux pas spoiler justement la campagne en soi, je veux pas spoiler le scénario, mais j'avais déjà eu un combat contre, dans le fond, ce monstre-là dans une campagne. Dans le fond, c'est un atropal. Un atropal qui, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, c'est en gros un gigantesque fœtus géant, zombie dieu. Qui vole dans les airs et qui fait des choses pas le fun aux gens qui l'attaquent. Fait que tu sais, je trouve pas que le concept en soi il n'est pas me chercher, pas autant que justement que les autres. À la limite, même je trouve que c'est plus le fun à jouer, par exemple, justement une goule. Sauf que juste dans son idée et dans sa représentation, je trouve qu'un atropal, c'est vraiment horrible comme concept. On se bat contre un fœtus. On se bat contre un fœtus mort-vivant. Dieu. T'as rajouté Dieu. Oui. Ben, un fœtus mort-vivant, Dieu, c'est comme tout le cauchemar de tous les anti-avortements au monde. C'est genre la pire chose qui pourrait arriver à n'importe qui est anti-avortement, c'est de se faire attaquer par un fœtus géant mort-vivant. C'est la revanche contre le pro-life. C'est exactement ça. Mais pour vrai, c'est affreux. Vous irez voir les artworks de ça sur le net pour Donjon Dragon, autant pour la 5e que pour la 4e ou la 3e. C'est horrible, là. On dirait que ça pourrit sur place, ça vole dans les airs, ça a comme un cordon ombilical qui sort de la tête, puis qui peut comme attaquer les champs. Et je me rappelle que quand j'étais tombé la première fois sur ce monstre-là, la 3e édition, c'était dans l'espèce de livre, tu sais, le livre Legendary là, Adventure, où est-ce que dans le fond, c'était pour les niveaux 20 en montant, là. Okay. Puis c'était vraiment comme un livre qui était comme pour avoir des aventures plus grandes que nature. Puis là, il y avait des monstres qui n'avaient aucun maudit bon sens, genre une nuée de dragons rouges. Là, c'était comme ça, c'était un bloc de monstres. Là, et il y avait genre l'atropal qui était comme un challenge rating 30. Puis j'étais juste comme, à quel point est-ce que genre un fœtus de bébé Dieu peut avoir un challenge rating 30, avoir comme, je sais pas combien de milliers de points de vie et tout ça. Mais alors que dans la 5e édition, un atropal, c'est un challenge rating 13. On s'entend à 13, c'est pas de la petite bière, ça fait chier. C'est quand même tough, là. C'est une grosse créature. Mais avant de le rencontrer, j'avais encore dans ma tête le challenge rating 30. Fait que dans l'aventure, quand j'étais comme level
10. Puis là, on rentre dans une pièce, puis un atropal qui me pop d'en face. J'avais vraiment juste l'espèce de backlash de la troisième édition. J'étais comme, ouf, un monstre, challenge rating 30, c'est pas facile. Mais là, j'étais vraiment comme, oh mon Dieu Seigneur, on va tellement se faire péter par ce bébé zombie. Et, fait, tu sais, ça a vraiment eu un effet horrifiant sur ma personne. Et je vous conseille vraiment d'aller jeter un coup d'œil sur à quoi ça ressemble. Puis, tu sais, ça a tous les avantages d'être un mort-vivant, là, toutes les conditions d'immunité à toutes les hosties d'affaires, le fun. Puis des damage immunities à absolument tout. Puis ça peut vraiment comme vous toucher avec son espèce de cordon ombilical, vous attaquer avec ça. Fait que non, pour vrai, horrible créature. Horrible. Tu sais, oui, pendant que je vous parle, j'avais juste sorti une image de la 5e édition de Tropal, puis tu sais, en plus d'être comme horrible, d'avoir l'air de sortir de ton pire cauchemar, puis d'avoir un cordon ombilical qui sort de la tête, on dirait qu'il vomit continuellement comme un liquide noir, puis comme sur le bord d'imploser. Fait que, pour vrai, c'est vraiment plus dans son concept et dans son visuel plus que dans la manière de le jouer, parce que pour de vrai, je n'ai aucune idée comment est-ce que je roleplayerais un zombie fœtus. Ah, ça prend une grosse coche, là. Oui. C'est un rôle de composition. C'est un rôle de composition, là. C'est genre Joaquin Phoenix en 2021. Pour vrai, c'est tout. C'est ça. Vous, les gars, qu'est-ce que vous pensez de la Tropal? Ah, c'est dégueulasse. Mais c'est. Est-ce que vous connaissiez ça avant? Oui. Okay. Non, moi non. C'est un monstre qui est franchement horrible, mais qui fait un excellent vraiment méchant ou créature, tu sais, qui peut vraiment changer le cours de l'histoire puis la vision des personnages sur, mettons, l'ennemi qu'ils pensaient combattre, puis finalement... ça surprend. Tu t'attends à tout sauf à un zombie fœtus géant. Ben, c'est ça. C'est le genre de monstre qui est très, très original, puis mais qui peut être... il peut être utilisé dans un contexte on pourrait imaginer une espèce d'entité qui contrôle des êtres pour accomplir ses affaires, ou à l'inverse, des gens qui essaient de recréer quelque chose, puis que la forme primaire de ce qu'ils essaient de recréer, c'est ça. Il peut y avoir comme deux voies à le présenter, tu sais. C'est là que ça peut être le fun de l'inclure dans une campagne ou dans une partie. Mais c'est sûr que ça surprend. Ben, moi, je regarde le stats block en ce moment, puis pour bouncer un peu sur ta question, je sais pas trop comment je le roleplayerais. Tu sais, il y a la Legendary Action de pouvoir faire Whale, qui permet, c'est un DC 19 de constitution, là, de jet de sauvegarde de constitution. Un niveau d'exhaustion, d'épuisement. On se rappelle que c'est genre niveau 6 d'exhaustion, tu meurs. Là. Ouais. Tu sais, mettons que tu fais comme c'est une quête difficile pour t'y rendre, puis là, les joueurs sont soumis à différents enjeux. Il y a de quoi de genre les pleurs du bébé, fœtus zombie, Dieu, te fatigue au point de te tuer. C'est. Ah! Ouais. Oui, j'adore. Ouais, mais non, pour de vrai, c'est vraiment quelque chose. Je sais pas si. J'aurais été curieux de discuter avec le créateur de ce monstre-là, pour avoir son idée. Mais mais vous iriez checker, là, probablement que je sais pas si vous avez vu des images, surtout ceux de la 5e ou de la 4e qui ressort, là, mais vous iriez checker à quoi ça ressemble à la 3e édition, parce que l'image de la 3e édition, là, c'est un véritable cauchemar. T'sais, on s'entend, à la 5e, ils ont beaucoup uniformisé le type de dessin qu'ils avaient, là, puis le type d'art, là. Mais à la 3e édition, là, un Atropal, là, ça ressemblait comme... l'image, on dirait que ça sort d'un livre d'horreur. On va montrer les images. Tu vois-tu l'affaire? Tu vois-tu l'espèce de truc qui flotte dans les airs là, avec une espèce de tête d'alien puis des longs doigts? Puis, Je commençais simplement à regagner le sommeil, à dormir les lumières fermées après Worm. Puis là, tu viens de me scraper ça à nouveau, Pépé. Mais imagine, là. Tu sais, ça, c'est avec son petit bide. Non, je ne veux pas imaginer. Fait que bref, c'était mon monstre. Mais bref, arrêtons de parler d'enfants morts. J'aimerais ça qu'on parle de ton monstre, Francis. Vas-y, Francis. Moi, j'ai été pour un classique. J'ai été pour quelque chose que j'aime utiliser. Et c'est l'Abimic de Mimic, qui est comme un monstre challenge rating 2, quand même très commun dans l'univers de D&D. Ça a été souvent l'emblème de beaucoup de choses de D&D. Puis pourquoi j'aime ça, c'est à chaque fois que tu as des nouveaux joueurs
qui rencontrent une mimique, c'est toujours un événement en soi. Tu leur montres des zombies, ils connaissaient des zombies. Des bandits, ils connaissaient des bandits. Des gobelins, des orques, des trucs. Lord of the Rings, ça existe. Fait que, OK, genre... Mais une mimique, ça appartient vraiment à D&D. C'est vraiment quelque chose qui appartient à ce monde-là. Et surtout, ce que j'aime de ce monstre-là, c'est qu'il y a plusieurs habilités pour un Challenge Rating 2. Il peut te grappler, il peut avoir l'air de ce qu'il veut, il peut te coller à toi, il peut te frapper avec sa langue, ces espèces de membres qui se défont de sa représentation. Fait que pour le roleplay puis pour la description de combat, ça peut être vraiment cool parce que on peut vraiment... Ça peut être une bibliothèque, ça peut être une chaise, ça peut être un pot, ça peut être n'importe quoi. Ça peut... C'est le caractère de la mimique. C'est souvent un coffre, là, comme ça, c'est souvent... Puis, mais ce qui est intéressant, c'est que tu veux apprendre à tes joueurs à checker pour des pièges, puis à avoir peur de leur environnement. Une mimique, c'est un bon remède, souvent, le low level, pour leur apprendre que dans D&D, tout n'a pas l'air si facile que ça. Là. Tu rentres pas dans un donjon qui veut, puis... Les dangers peuvent te guetter n'importe où. Attention où tu mets les fesses parce que ça la chaise prête morte. Oui, tout à fait. Puis je pense que c'est une belle façon de balancer si tu as un encounter que tu avais prévu, que tu te dis, ça va mettre quand même mes joueurs au défi. Puis là, ils s'en sortent quand même relativement bien. Tu es comme, ce coffre que vous alliez trouver, il va te manger! Ouais. Puis pour Pépé, toi qui as joué récemment contre une mimique one-on-one avec... dans Dragon of Ice Peak, ouais. Je t'avoue que les mimiques, j'ai pas eu le temps... J'en ai pas tant affronté à Donjon Dragon. Je pense que j'en ai plus affronté comme à Dark Souls qu'à Donjon Dragon dans ma vie. Ouais, mais j'apprécie vraiment beaucoup à notre aventure, que j'ai toujours de la difficulté à dire le nom. Dis-moi le nom. Non, le nom, pas le nom. Le nom du module, c'est Ice Spice Peak. Voilà, Ice Spice Peak. Cette aventure-là, on dirait que je m'y attendais pas. J'ai fait le saut. Mais je sais pas pourquoi je fais pas partie de... Peut-être parce que justement, je suis comme un gars qui a joué beaucoup à Donjon Dragon, puis qui, tu sais, que ça a été comme... C'est comme un gros classique. Fait que on dirait que ça me... Je suis moins surpris peut-être que comme quelqu'un qui commence dans le média puis que genre il rencontre sa première mimique. La première mimique de quelqu'un, ça doit être absolument horrible. Ce que je trouve cool avec la mimique, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'elle est très personnifiable, personnalisable, dans le sens que ça peut être une chaise, ça peut être autre chose. On a souvent le coffre, mais tu sais, des fois, je vois des affaires sur Internet comme du monde qui sont craqués puis qui se montrent des stats blocs d'une mimique maison. Ou, ça peut être ça. Ou même, j'ai vu un mimique bateau, qui est comme un bateau comme abandonné, fait que les gens pensent que c'est correct, mais ils arrivent dessus, puis genre... Mais il y a comme... Il y a un aspect qui est très... à la limite, je vais dire très Lovecraftien, ça. Je trouve qu'il y a quelque chose de très ovni. Tu sais, si on rentre, là, une limite, c'est genre une monstruosité, c'est ça? Je vais te dire ça, c'est une monstruosité. Une aberration. Oui, mais c'est ça, souvent, les monstruosités, ils ont justement comme souvent des aspects qui vont venir chercher, on va dire, plus viscéralement. Puis même, à la limite, on dirait que j'aimerais ça rencontrer comme... si je trouverais ça malade, comme une mimique qui comme se déguise comme en quelqu'un. Tu sais, quelqu'un qui est comme vraiment comme déguisé comme avec plein de morceaux de linge, puis genre tu sais pas trop c'est qui, puis tu t'approches, puis ça s'ouvre en deux avec une bouche puis des langues. On dirait qu'il y a comme un aspect justement qui est très horrifiant, mais j'aime beaucoup la mimique. Je suis vraiment d'accord avec toi, Francis, là-dessus. En fait, les gars, je suis d'accord avec vous deux. Les deux, vous avez sorti des super bons monstres. Thanks. Dernier point là-dessus, c'est que ça a quand même 58 hit points. Fait que ça dure un petit bout, une mimique. Surtout, mettons, t'es level 1, 2, 3, là, puis en gang, là, c'est pas facile, une mimique. Elle a le temps de faire mal ou de choper un morceau de quelqu'un avant que... Ouais, tout à fait. Puis ça me faisait penser à un autre monstre, puis je veux pas qu'on me bounce dans tout le Monster Manual, là, mais je trouve que c'est dans la même catégorie que monstre que le Rug of Smothering, là, le tapis qui peut étouffer les gens. Là. Tu peux en tant que DM juste dire comme vous rentrez dans une pièce, puis à ta droite il y a une commode, il y a un tapis, puis il y a une table. Puis là le joueur dit comme ok, je vais aller m'asseoir à table, puis là le tapis l'engouffre. Schlac! Tu sais, même affaire avec la commode qui se met à... Tu t'accotes timidement sur la commode. Comme tu dis, là, je trouve que ça débalance la narration, puis
C'est une bonne façon de ramener tes joueurs dans comme ayez peur de tout. Ouais, c'est ça. C'est ce qui termine notre segment sur les monstres les plus horrifiques pour la période de l'Halloween. C'est nos impressions. On espère que vous allez inclure peut-être ces monstres dans vos aventures ou que vous allez... écrivez-nous, dans le fond, dans les commentaires, c'est quoi votre monstre préféré, vous, de D&D? On est curieux de le savoir. Justement, en parlant de horrifique, de monstrueux et d'épeurant, Pierre-Philippe, tu nous as préparé des suggestions de contenu pour cette période épouvantable là, qui est la fin d'octobre. Une période épouvantable. C'est quand même, l'hiver s'en vient quand même de bonheur. Fait que... Effectivement, je suis d'accord. En fait, oui, je voulais juste rapidement, là, ça ne sera pas très long, là, je voulais seulement vous proposer 3 petits modules rapides, horrifiques, très cool, qui sont trouvables sur Dungeon Master Guild, Dames Guild. Malheureusement, ils sont en anglais. Je ne peux pas commencer à juste sortir des trucs en français. Mais c'est des trucs pour la 5e édition de Donjons Dragons. Je les ai joués les 3 à différents moments, soit en tant que joueur, soit en tant que DM. Et je trouve ça intéressant de comme justement partager, si on veut, des petits modules horrifiques qui sont plaisants et qui sont majoritairement très modulables dans le sens que vous pouvez les intégrer au sein d'une campagne. Ça ne vous casse pas non plus votre beat, ni rien de cela. Et je vais seulement, dans le fond, vous les dire rapidement comme ça. Parce qu'au final, on a déjà parlé de Icewind Dale, qui est Realm of the Frost Maiden, qui est aussi un peu horrifique. Puis j'ai parlé de Curse of Strahd dans l'autre, dans discuter avec les dés. Fait que je cherchais vraiment quelque chose d'autre à ajouter à ce niveau-là. Dans le fond, une première aventure que je trouve vraiment cool, que je vous conseille vraiment d'essayer pour l'Halloween, et qui présentement est en spécial, parce que là, présentement, sur Dames Guild ainsi que sur Drive-Thru RPG, il y a plein de modules qui sont en spécial pour l'Halloween. Je pense que jusqu'au 2 novembre pour certains. Et le premier, ça s'appelle The Madhouse of Tasha Kiss, qui est une aventure d'à peu près 3-5 heures environ, qui peut, dans le fond, bien s'échelonner sur des niveaux de premier tiers jusqu'à des niveaux de second tiers, là, tout dépendant de comment est-ce que vous voulez jouer ça. Il y a vraiment beaucoup de créatures qui sont incluses, des nouvelles créatures. Le document est beau, les dessins sont beaux, les artworks sont cool. C'est sûr qu'on va mettre un lien vers dans le fond, les aventures après. Là. Mais dans le fond, juste pour un petit contexte de cette aventure-là, c'est sûr que c'est un peu plus... c'est un peu plus dirigiste. Ça, parce que les joueurs sont un peu plus contraints, si on veut, à compléter l'aventure s'ils veulent survivre. Au final, c'est que les joueurs arrivent dans un petit village et il y a, dans le fond, il n'y a personne, excepté un petit enfant qui est assis, dans le fond, sur le coin d'un espèce de wagon de jester, de fou. En quelque sorte, un wagon comme on va dire, de cirque. Et il pleure, puis il est triste, puis tout ça. Puis les joueurs, ils demandent qu'est-ce qui se passe, petit gars, tout ça. Puis là, le petit gars, il raconte que dans le fond, tout le monde est rentré dans le wagon, puis il n'y a personne qui est sorti. Puis là, dans le fond, le wagon, c'est une porte, dans le fond, dimensionnelle, qui monte, dans le fond, dans ce qu'on appelle une espèce de madhouse qui est tenu par une entité maléfique. Et c'est très descriptif, beaucoup de détails horrifiques. Je ne sais pas si vous avez déjà écouté le film Hellraiser. C'est comme un espèce de film avec un cube, puis là, ça rouvre dans un autre portail, il y a genre une espèce un gros bonhomme qui s'appelle Pinhead qui arrive, puis il parle comme ça, puis il y a genre des espèces de pins qui sortent de la face. Oh, yeah. Mais ça fait un peu penser à ça pour de vrai. Okay. Mais c'est très cool pour de vrai. Très, très cool, très bon. Ça se bloque bien dans une campagne et ça se fait quand même bien vite. Ça, je vous le conseille fortement. Présentement en spécial, un prix ridiculement bas pour le plaisir qu'elle apporte avec elle. Deuxième truc aussi que j'ai fait, celui-là en tant que joueur, c'est, dans le fond, c'est The Banquet of the Damned, que ça nomme. Non. Et tu l'as-tu fait, Félix? Non, mais un banquet des morts, ça finit jamais bien. Il n'y a pas d'humus dans le buffet, là. Non, il n'y a pas d'humus dans le buffet. Pas de sandwich. Dans le fond, ça, on est plus dans l'espèce de mystery adventure pour des aventuriers d'à peu près niveau 4, en quelque sorte. Et ça se passe dans un petit village dans les ruines oubliées qui se nomme Womford, mais ça peut facilement être adaptable à autre chose. Et il y a comme, dans le fond, un banquet qui est organisé avec un concours de bouffe dans le village, et c'est vraiment comme, en quelque sorte, une genre de malédiction qui semble planer un peu sur le village. C'est très entertainant, ça se fait quand même bien en peut-être, je dirais, une ou deux sessions environ. Okay. Et c'est
quand même tough, par exemple. Les autres, ils disent niveau 4, mais je voyais des gens qui commentaient niveau 5. Niveau 5 pour que vos personnages puissent, en le fond, les survivre. Mais je vous conseille fortement, aussi très plaisant. On est vraiment plus dans l'enquête là, pour découvrir un peu ce qui se passe. Et la dernière, qui est probablement mon gros coup de cœur des 3, je l'ai faite comme DM l'an passé. Et je l'ai adapté un peu à mon setting. Et ça s'appelle The Chapel on the Cliff, qui est pour la 5e édition. Présentement, 3,71 sur DriveThru RPG. Pour le reste, sauter là-dessus, c'est vraiment full bon comme campagne pour 3$ avec des beaux dessins à l'intérieur. C'est un groupe d'à peu près 4-5 personnes, niveau 3. Fait que c'est comme l'espèce de niveau que ça commence à être le fun. C'est beaucoup d'exploration avec beaucoup de combat. Encore une fois, les joueurs sont un peu propulsés, si on veut, dans l'aventure contre leur gré, où est-ce qu'ils doivent comme aller... il y a comme une espèce de curse qui plane sur un petit village qui s'appelle Kenmouth, qui est comme un gros clin d'œil à Innsmouth, qui est un village dans H.P. Lovecraft. Là. Et il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont réussi comme à braver, si on veut, à aller affronter les dangers qui s'y déroulent pour essayer de découvrir qu'est-ce qui fait en sorte que l'endroit est maudit. Et c'est un peu c'est une espèce de bulle temporelle, cette aventure-là. C'est que vous arrivez là, puis vous êtes un peu contraint de le faire. Puis une fois que vous l'avez fait, ben, c'est terminé. Puis genre. Vous pouvez genre plus jamais. Ouais, plus jamais ça va être visualisé par personne. Le concept de Chapel on the Cliff, c'est un fini. Et moi, en tant que DM, j'ai vraiment eu full de fun à DM. Ça, c'était straight to the point. Ça se met bien en jeu. Les joueurs ont trippé, leur vie, ont vraiment eu peur. Et j'ai vraiment hâte de pouvoir vous la partager. En fait, j'aimerais vraiment ça que les gens l'essayent et qu'ils me disent un peu qu'est-ce qu'ils en ont pensé. Fait que ça ressemble pas mal à ça. C'était mes trois suggestions pour l'Halloween qui sont surtout en fait des produits fan-made sur les sites de vente de ressources et tout. J'espère que vous avez apprécié ça. Les gars, est-ce que vous avez déjà eu une game horrifique de Donjons Dragons? Vraiment spécifique horrifique, là, un one-shot ou une affaire de même qui vous a... Ben, pas de D&D, mais récemment, j'ai eu un peu peur dans une aventure que j'ai jouée. Mais... Avez-vous déjà eu une aventure horrifique? Je sais pas, je dirais ça, mais à l'époque de la préhistoire ou quelque chose. Ouais, dans ce genre-là, ouais. Ouais, c'est ça. Ça brassait. Ouais, d'ailleurs, on vous invite à aller revoir ce one-shot-là. Ça dure à peu près autour de 3 heures, donc où on suit trois habitants de cette époque qui tentent de sauver leur village, j'en dis pas plus. C'est disponible sur YouTube. On explore en fait ensemble un nouveau jeu. Donc, c'est vraiment cool. Sinon, ben, merci beaucoup d'avoir été à l'écoute de cet épisode du podcast de Coup Critique. Vraiment content. Merci pour tous vos commentaires, toutes vos suggestions, votre love. On capote à chaque fois. On aime ça lire. Puis, niaiser avec vous. On va se le dire, là, on a beaucoup de fun avec les gens qui commandent nos publications. N'hésitez pas à nous envoyer justement vos idées, tout ce que vous voudriez voir sur la chaîne. Ça nous fait plaisir de lire ça. Vous pouvez nous suivre sur Facebook, Patreon, Instagram, Twitter. Donc, vous pouvez suivre toutes nos plateformes pour rester au courant. Facebook reste la meilleure place pour être au courant de toutes nos nouvelles et toutes nos nouvelles sorties. Merci beaucoup, Pierre-Philippe. Ben, merci à toi, Francis. Merci à toi, Félix. Merci beaucoup, Félix. Hey, merci à vous, messieurs. Très heureux de faire désormais partie de l'aventure. Ce n'est que le début. On se retrouve pour une prochaine fois, la gang. Merci beaucoup. Puis surtout, comme d'habitude, jouez en masse, mais soyez prudents, mettez un masque, faites attention. Ciao. Soyez prudents. Bye. Bye.